Allez, pendant que tout le monde arrive, je vous fais une petite introduction rapide pour vous représenter l'hôpital pour ceux qui connaîtraient peut-être pas très bien ce qu'on fait, pour vous donner un peu de contexte, une introduction à la notion de design thinking qui est un peu notre fil rouge qui est très en lien aussi évidemment avec les travaux de Claire. Et puis juste après, je laisserai Claire vous présenter un peu ses retours d'expérience extrêmement riches. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà écouté son témoignage dans le podcast Les Transformateurs. Je suis vraiment heureuse que Claire soit avec nous parce que vraiment, ça va être très, très intéressant pour vous d'avoir son retour d'expérience, là, même si de Fab Lab, on pense imprimante 3D et vous verrez que c'est bien plus vaste que ça grâce au témoignage de Claire. Donc, merci Claire déjà d'être là. Et je vous fais donc une intro assez rapide. Évidemment, vous retrouverez toutes les infos derrière sur notre site si vous voulez creuser, vous pourrez me contacter. Donc, vraiment rapidement, qui sommes-nous chez l'hôpital? Notre objectif, c'est vraiment de décupler le pouvoir d'innovation des acteurs de santé via un peu trois grandes actions outillées. Donc, vraiment travailler sur des méthodologies, les mettre à disposition sous forme de conseils, de formation connecter en faisant le lien entre divers acteurs, comme on est en train de le faire sur le webinaire, mais aussi via la communauté L'Hôpital sur Slack, dont vous faites normalement partie, et via des événements qui sont aussi là donc pour inspirer et vous donner des exemples, vous donner envie, vous donner aussi espoir dans le fait que le système de santé peut toujours évoluer, qu'il y a plein de solutions et plein de choses qui arrivent à se mettre en place malgré les difficultés. Et donc, vous retrouvez aussi bah, le podcast, les conférences dans cet axe-là. On a travaillé déjà avec de nombreux acteurs de santé, publics, privés, établissements, labo pharma, etc. La communauté, elle se manifeste de plein de manières, hein. Donc, il y a des événements. Vous pouvez retrouver tous les événements sur le Slack au fur et à mesure, on vous informe, mais aussi sur la newsletter. Il y a vraiment le podcast et transformateur que je vous invite à écouter, puisque c'est que des personnes très inspirantes qui viennent expliquer comment est-ce qu'elles font pour faire bouger la santé avec plein d'axes différents, hein, des designers, des responsables d'hôpitaux, des professionnels de santé. Mais aussi des artistes, des patients. Enfin, c'est très, très varié. Et notre méthode préférée depuis 8 ans, c'est le design thinking à la sauce l'hôpital, donc qui est souvent présenté avec le double diamant. Le cœur de cette méthodologie, c'est vraiment de se dire qu'on commence par comprendre le problème avant d'en chercher la solution. Et donc, on va vraiment, nous, dans nos formations, dans nos accompagnements, passer par ces différentes étapes. Je ne vais pas non plus beaucoup m'attarder, hein, mais pour ceux qui seraient peut-être moins familiers, même si je vois qu'il y a beaucoup de designers dans l'assistance, il y a la notion d'aller chercher donc, de l'information de manière très vaste pour comprendre le problème via des entretiens, via des immersions sur le terrain, via des questionnaires, etc., pour définir une problématique un peu précise sur laquelle on a envie de chercher une solution en connaissant bien la cible. Et cette solution, on va y réfléchir de manière collective, donc via notamment des brainstorming, pour pouvoir la conceptualiser, la rendre plus précise. Et enfin, la prototyper, c'est-à-dire en faire un brouillon pour la tester, puisque avant de mettre toutes ces ressources dans une solution, ça vaut le coup de vérifier qu'elle correspond bien aux besoins. Et c'est vraiment le fil rouge dans toute cette démarche-là de s'attacher aux besoins des utilisateurs et de les embarquer dès le début, ce qui va aussi contribuer à la conduite du changement. Petit détail, moi je mets la partie prototypage en dehors du deuxième diamant. Ça, c'est mon petit twist personnel, même si souvent on le laisse à l'intérieur, parce que je trouve que sinon on risque de l'oublier. Donc voilà très rapidement la méthode que nous, on apprécie et on diffuse depuis longtemps et qui est au cœur de la formation Design Thinking Santé. Et donc là, c'est vraiment le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui, puisque dans cette formation, on avait intégré des webinaires qui étaient réservés jusqu'alors aux apprenants, mais on a décidé de l'ouvrir à la communauté de l'hôpital. C'est pour ça aussi que vous avez accès, en dehors des apprenants, à ces webinaires. Mais c'est une formation qui va être ouverte à tous les acteurs de santé du médico-social qui souhaitent innover avec un format hybride qui est adapté aux emplois du temps contraints. Enfin, d'ailleurs, j'ai mis acteurs de santé, mais pour moi, j'inclus aussi des citoyens. Il y a aussi la possibilité de rejoindre, même si on ne travaille pas dans un hôpital. C'est tourné vers des projets concrets, puisque tout au long de la formation, les personnes portent un projet et appliquent la méthodologie dessus. Et on s'appuie beaucoup sur notre expertise, sur notre réseau. Et c'est financé par les budgets de formation, puisqu'on est certifié Calliope. Voilà, donc très rapidement, on est sur un format très mixte où il y a du présentiel, beaucoup de choses qui se font à distance, parfois en autonomie via des vidéos, parfois aussi en direct avec du coaching et des webinaires.
Et nous, à la fin des webinaires, on a aussi un temps avec les apprenants pour échanger en groupe, en direct. On a même créé un petit livret de ressources exprès qui est remis à tous les apprenants où on retrouve une synthèse des points clés et des templates à remplir, etc. Mais maintenant, je vais surtout laisser la parole à Claire. Si vous avez la moindre question sur ce qu'on fait chez l'hôpital, sur les formations, dont la prochaine promo démarre en septembre, donc là, les candidatures sont ouvertes, bah, dans ces cas-là, je vous invite tout simplement à aller voir sur notre site ou à m'écrire pour plus de détails. Je vais donc passer la parole à Claire, designer que j'admire beaucoup depuis longtemps, hein, on est en lien depuis longtemps. On a même eu des stagiaires communs qui sont allés chez l'hôpital, puis chez Humaniteam. Donc voilà, il y a des liens très forts et des similitudes aussi dans l'approche, en tout cas dans les valeurs, je pense, qu'on porte. Et donc vraiment une vision de l'innovation très ouverte qui permet notamment aux acteurs de santé de s'approprier un certain nombre d'outils pour pouvoir faire bouger les choses. Merci beaucoup à Claire et je te laisse la main. Je te laisse aussi la possibilité de partager ton écran si tu veux. Eh ben, merci Aude. Enfin, déjà, bonjour à tous et merci Aude pour voilà, l'opportunité d'offrir ce temps de parole. Bon, donc, voilà, avec plaisir. Pour éviter de partir dans un long monologue avec des slides et tout ça, enfin, n'hésitez pas à m'interrompre. Et Aude, si tu es d'accord, est-ce que tout le monde, voilà, enfin, vous puissiez intervenir parce que comme il y a des pratiques qui sont quand même proches et en même temps différentes. Enfin, je pense qu'il y a certainement pas mal de débats qui peuvent se faire. Donc, enfin, voilà, n'hésitez pas hop, à, euh, à interrompre la présentation. Hop, normalement, je vais pouvoir partager hop, l'écran. Euh, alors, assez rapidement, donc moi je m'appelle Claire Fauchy, je suis designer et cofondatrice d'une petite agence de design qui est spécialisée en santé et innovation sociale. Et on travaille, il s'appelle Humaniteam, pardon, et on travaille avec le groupe hospitalier, notamment Paris-Saclay à l'AP-HP, sur la création d'un service de Fab Lab à l'hôpital. Alors, c'est une initiative de Fab Lab parmi d'autres. Voilà, il y en a plein d'autres différentes, mais en tout cas, voilà la démarche qui est déployée depuis 2017-18 maintenant. Alors, on positionne donc le Fab Lab Héphaïstos, qui est un projet à l'initiative de la direction des achats, de la logistique et qualité hôtelière, donc du groupe hospitalier Paris-Saclay et de Guillaume Écarlin, qui porte le projet. Excusez-moi. Donc, le Fab Lab Héphaïstos se positionne comme un outil au service du soin et de l'expérience patient à l'hôpital. C'est vraiment un outil enfin, un outil slash service hospitalier de la PHP qu'on positionne comme voilà, un outil au service des professionnels et au bénéfice du patient. Et pourquoi est-ce qu'on prend cette porte d'entrée? Parce que, en fait, c'est toujours cette questionnement de comment est-ce qu'on facilite, on va dire, l'outillage des professionnels pour qu'ils puissent développer leurs propres projets et de faire aussi attention sur le fait de ne pas déborder sur des activités de soins, notamment par les outils de fabrication numérique, comme des soins. Bah, en tout cas, il y a une ergothérapeute qui pourra nous en parler, mais bien mieux que moi, ou en tout cas des services de psychiatrie où on est très vigilant à ce que l'équipe du Fab Lab ne fasse pas du soin sans être soignant. Enfin, donc voilà, je pourrais vous en dire plus un petit peu après. Alors, je sais peut-être, enfin, il y en a qui sont certainement très calés sur le sujet, mais voilà, juste un petit point. Vous voyez bien mon écran? Ouais. Qu'est-ce qu'un Fab Lab hospitalier? Donc, c'est des ateliers de fabrication numérique qui sont d'abord dédiés au partage de connaissances et à la mise à disposition de machines pour pouvoir concevoir toute forme de solutions. Alors, les Fab Labs, c'est un concept qui a émané au MIT dans les années 90. Justement, au début, c'était à destination voilà, des étudiants ou de toute personne, on va dire, bricoleuse qui avait envie de développer ses propres projets. Donc, on s'est basé sur la charte qui définit les Fab Labs du MIT pour se dire, bah, ce concept-là qui est généraliste, qui est aujourd'hui, on va dire, principalement ouvert sur les territoires et soutenu par des collectivités territoriales, des associations, comment est-ce qu'on peut prendre ce modèle, ce schéma, et l'adapter au milieu hospitalier dont l'environnement est, comme vous le savez, voilà, très contraint et très normé, et comment est-ce qu'on fait pour l'adapter aux usages, aux besoins et aux pratiques, et d'en faire un outil qui réponde à ces problématiques de terrain dans les services de soins. Juste un petit rappel, en tout cas, l'anatomie d'un Fab Lab se compose d'un parc de machines légères commandées par ordinateur,
type imprimante 3D, découpe laser, brodeuse numérique. C'est une communauté d'utilisateurs qui enrichit enfin voilà, qui produit des projets et qui enrichit en fait le savoir de la communauté par une agrégation de, voilà, de connaissances et de partage de connaissances sur les situations et les projets. C'est un répertoire d'objets en open source, donc documenté sur un catalogue numérique, dont une partie est mise à disposition et d'autres non, ça dépend, et une charte de fonctionnement qui a vocation à bien préciser aux utilisateurs que c'est pas une usine de fabrication locale, parce qu'on va dire la partie émergée de l'iceberg, c'est les machines qui se voient. C'est vraiment un endroit où on partage d'abord des connaissances. Et il y a une notion d'entraide qui est très importante et ensuite, bien sûr, une mise à disposition et une mutualisation des outils et des machines de production. Alors, il y a quatre grands principes. C'est un réseau qui est international, mais qui s'appuie sur des communautés locales. Le principe, c'est d'enrichir le savoir de la communauté par son travail, de développer des prototypes qui soient accessibles à tous et documentés donc, sur une base de données, et des projets reproductibles localement partout dans le monde. Donc, par exemple, au CHU de Bicêtre, où le Fab Lab est installé, et Phaistos, et n'importe où on peut avoir des machines, enfin voilà, on se met d'accord sur des protocoles de fabrication, on peut partager les fichiers, les protocoles de fabrication, etc., enfin toute la documentation du projet pour qu'il puisse être fabriqué localement, on va dire n'importe où. Hop. Alors, le Fab Lab hospitalier Héphaïstos, donc on le positionne comme un tiers-lieu innovation et fabrication numérique. Disons qu'il se situe entre le Living Lab, qui est une démarche, on va dire, collaborative de conception de projets centrée sur les besoins utilisateurs, et qui est une démarche Fab Lab parce qu'il y a une dimension de production qui est extrêmement importante. Mais on a décidé de le positionner comme un Fab Lab parce que enfin, voilà, on pense que c'est important en termes de culture d'être d'abord dans le faire. D'abord on fait et ensuite on réfléchit. Et aussi, enfin, l'objet, par sa couleur, sa matière, sa matérialité, en fait, permet de créer un dialogue commun extrêmement important pour justement mettre à même niveau sur un projet des personnes qui ont des statuts hiérarchiques différents, des approches différentes, des expertises différentes sur un sujet. Et donc, c'est par le choix d'une couleur, le choix d'une matière, la forme d'un objet qu'on facilite, en tout cas dans ce cadre-là, le dialogue autour d'un projet dans des services de soins. Donc, la mission principale d'Ephaistos, c'est de créer des solutions qui facilitent le quotidien des usagers à l'hôpital, les soignants, les agents, enfin voilà, de services de soins bien sûr, mais aussi toutes les fonctions support, les équipes de direction, des équipes administratives et les patients qu'on commence à intégrer, mais déjà on n'est pas du tout les meilleurs là-dedans. Mais en tout cas, l'amélioration de l'expérience patient est un bénéfice par la médiation des professionnels de santé. Alors, on a deux modes opératoires, on va dire, principaux. On a ce qu'on appelle des ateliers minutes au Fab Lab de Bicêtre, où on accompagne les professionnels juste à voir la machine découper, enfin voilà, la découpe laser, la brodeuse numérique ou l'impression 3D. Et c'est vrai qu'en quelques minutes, le fait de voir le potentiel et les limites des outils, ça amène beaucoup comment dire, ça amène beaucoup d'idées dans les services sur ah bah je comprends bien à quoi sert cet outil-là. Dans mon service, j'ai telle et telle situation et du coup voilà comment je peux utiliser la machine. Et ça nous permet aussi de créer le lien de confiance avec les équipes pour se dire, OK, il y a une méthode, mais du coup, comment est-ce que on aborde la culture du service de soins dans lequel on intervient? Comment est-ce qu'on aborde la culture de l'équipe pour pouvoir travailler ensemble et construire une méthode d'accompagnement, de prototypage de projet pour répondre à un besoin local, voilà, dans un service, enfin, en tout cas, une solution locale, un problème local. Et on a des ateliers pop-up. Donc là, on a un petit Fab Lab mobile qu'on anime dans les différents services du groupe hospitalier, donc Paris-Saclay. C'est 7 hôpitaux au niveau de Paris Sud. En fait, c'est un petit rôle de lingerie qu'on a pimpé, on a mis de la lumière, on installe imprimante 3D, découpe laser. Pas découpe laser, pardon. Enfin là, elle va arriver, pardon, bientôt. Mais en tout cas, découpe vinyle. Des outils qui se baladent pas mal et qui permettent d'une part de faire voir la démarche. On peut imprimer ou fabriquer des objets de façon assez voilà, rapide
même pour de la démo. Et puis ça permet de se mettre, par exemple, quand on a un projet dans les réserves, pour l'organisation des réserves, de faire un petit espace de travail sauvage où on peut travailler debout, où les gens peuvent passer. Ça permet de recueillir des projets et surtout de, voilà, d'avoir des solutions d'idéation rapides et concrètes dans les services. Il y avait toute une réflexion aussi sur comment dire, la vue des machines parce que bon, c'est une grande ligne qui est faite, mais c'est vrai qu'il y a un public qui est assez féminin dans les services de soins et qui on travaille, enfin, ou qu'on rencontre. Et c'est vrai que la présentation de la machine, là, on avait choisi délibérément Ultimaker. Bon, là, maintenant, on est passé Bamboo Lab pour ceux que ça intéresse, mais qui est moins cher et bon, on fait moins de lumière, mais bon, on a peut-être moins besoin d'attirer. Euh, En fait, le fait d'avoir des lumières en fait sur la machine fait que ça a un pouvoir de médiation assez important dans le sens où ça rassure les professionnels sur leur capacité à produire par eux-mêmes et à faire un petit pas de côté dans le quotidien, de dire bah oui, c'est peut-être pas votre boulot d'utiliser l'impression 3D, mais par contre, vous êtes parfaitement capable de le faire, comprendre le principe, amener des idées, les développer. Et c'est après dans la démarche qu'il faut créer ce lien de confiance et de proximité avec les professionnels pour que, on va dire en trois boucles, il y a une boucle où on voit la machine, on dit, bon, on accompagne votre projet, c'est pas le projet du Fab Lab, c'est le vôtre. Donc on dit qu'on fait pas à la place de, mais bon, la vérité, c'est qu'on avance quand même beaucoup. Et puis au fur et à mesure des projets, on a une deuxième boucle où les soignants ont vu la façon dont on procédait, ce qu'ils ont pu amener, les résultats. Et donc du coup, symboliquement, c'est comment est-ce que on les amène à appuyer sur le bouton de la machine. Et après, il y a des projets où c'est eux qui viennent, ils savent où c'est dans le Fab Lab. Bon, bah hop, je viens faire ma boîte de deuil. Ok, pas de problème, c'est à droite. Et donc du coup, c'est au fur et à mesure des projets que ce lien se crée et se développe pour justement développer cette autonomisation des professionnels dans l'usage des outils, le fait de régler des problèmes de façon collaborative par la médiation des outils de prototypage rapide. Une question pour toi, Claire? Oui. Parce que là, donc, tu disais que ça peut être les services qui font appel à vous, qui vous demandent de venir avec le Fab Lab mobile. Ils vous appellent parce qu'ils ont déjà un projet identifié ou plus pour faire découvrir? Comment ça se passe s'ils veulent que vous veniez? Alors, dans la démarche, on a trois points d'entrée sur la démarche. On a un premier point d'entrée sur, par exemple, c'est souvent les cadres d'ailleurs qui disent, moi j'ai un problématique dans mon équipe, par exemple, un chariot de soins qui pose des tensions quand même dans l'utilisation de ce chariot. Est-ce qu'on le rentre dans la chambre? Comment est-ce qu'il est rangé? La transition entre les équipes de nuit, les équipes de jour, etc. Et donc, on intervient avec eux justement sur les phases de design que tu as évoquées, Aude, en amont, c'est-à-dire l'exploration des usages, la définition d'un problème, les tests par itération, par test dans les services, et le prototypage jusqu'à l'aboutissement d'une solution. Et donc, on passe par ces étapes. Et donc, en fait, dans ces étapes-là, on accompagne le projet, mais nous, on en tire des enseignements aussi en termes de processus d'accompagnement de projet, en termes de culture de service, de matériaux, enfin voilà, comment dire, matériaux, de machines, enfin vraiment tirer des enseignements pour qu'on construise le Fab Lab en marchant, quoi. Enfin, on accompagne les projets et en même temps on structure le Fab Lab, donc on avance en fait sur les deux parallèles. Donc ça, c'est le premier point d'entrée. On a un deuxième point d'entrée où on a des services qui se sont déjà concertés, ils ont une idée très claire de ce qu'ils veulent. Par exemple, ça me fait penser à comment dire, un agent d'un un laboratoire de bactériologie qui rencontrait un problème avec les boîtes de pétri en fait, qui s'empilent et en fait, n'arrête pas de tomber. Donc, c'est dit, non, en fait, je vois exactement ce que je veux. Donc, il avait modélisé, il avait fait un schéma, il avait fait modéliser par un copain le portoir de boîte de pétri et il est arrivé au Fab Lab avec une idée. Donc nous, on l'a accompagné sur les phases de développement de la solution pour le passer sur les machines, choisir les matériaux qui ont été validés avec les équipes d'hygiène et ensuite d'optimiser la production pour utiliser le moins de matière possible dans un meilleur temps voilà, possible. Donc ils le testent et ensuite voilà, on tire des enseignements puis on s'aperçoit qu'il faut développer le proto, du coup on repasse sur des phases d'exploration, etc. Ou au contraire, on a des services qui ont déjà développé un prototype. Ça me faisait penser à un soignant, à Corentin Salton, qui avait une sorte de pipette pour les médicaments, en fait, pour, enfin, bref, pour support de pipette pour les médicaments.
Et donc, il avait déjà un prototype, il l'avait imprimé en 3D, et là, il cherchait d'avoir accès à des outils pour pouvoir le fabriquer à petite, moyenne échelle, pour pouvoir tester la preuve de concept. Et donc, on a eu un accompagnement assez mineur, mais disons que ça a positionné le Fab Lab comme comment dire, pouvoir documenter le projet sur la base de données. Et OK, on donne accès aux machines, mais du coup, on documente le projet pour pouvoir le partager à d'autres qui pourraient en avoir besoin. Donc voilà un petit peu les trois points d'entrée. Et du coup, ça m'amène une autre question, pardon. Mais quand tu parles de base de données, qui est-ce qui y a accès Ouais. si quelqu'un veut reproduire justement un des objets? Alors, c'est le wiki dont je pourrais parler un petit peu hop là, après. Il est où le wiki? Ah, j'anticipe tes Ouais. slides, pardon. Ah non, non, pas de problème. Au contraire, enfin, moi, c'est plus vivant. Alors, le wiki, donc la base de données, il y a une partie qui est publique, dans lequel bah, il y a des projets qui sont diffusés et documentés. Et il y a une partie qui est accessible avec comment dire, un code où il faut s'identifier. Mais c'est un vrai sujet sur le développement des Fab Labs hospitaliers, parce qu'on est quand même dans un environnement qui est très normé, très contraint. Donc, si on suit exactement la philosophie Fab Lab, c'est un débat de se dire, est-ce que on peut se considérer comme Fab Lab, je ne sais pas si ça intéresse grand monde, mais en tout cas, est-ce que on peut se considérer comme Fab Lab à partir du moment où tout n'est pas en open source? Parce qu'il y a quand même des conditions bah, en termes de matériaux pour ne pas envoyer de la surcontamination dans les services. Il y a des questions de propriété intellectuelle, il y a des questions de responsabilité et de réglementaire qui sont très fortes et sur lesquelles il ne faut pas passer. Et en même temps, en fonction de certains projets, enfin, qui clairement voilà, ont vocation à être développés en open source parce qu'ils n'ont d'intérêt que parce qu'ils sont adaptables sur mesure et qui répondent à un problème local parce qu'ils n'ont pas de vocation industrielle. Juste pour que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde est familier du terme open source, peut-être que tu peux juste expliquer. En fait, ouais, c'est des fichiers qui sont mis à disposition. Par exemple, vous avez un fichier enfin, au format, enfin voilà, dans un format numérique, et en fait, vous pouvez donner accès à ce fichier-là pour qu'il puisse être modifié directement en termes de forme. Mais c'est vrai que enfin, c'est un sujet parce que si on modifie la forme, par exemple, d'un objet, bah, nous, quand on documente, par exemple, un objet sur le wiki, donc la base de données des projets, bah, il y a certains projets qui sont validés par les équipes opérationnelles d'hygiène, qui disent, bon, bah, OK, nous, on peut valider la diffusion de cet objet-là parce qu'il n'y a pas de recoin dans lequel vient se stocker la poussière. Parce que si on conçoit la pièce et qu'il y a des recoins là où il y a, stocke la poussière, enfin, c'est surcontaminé, enfin, vous créez du risque en plus, ce qui est totalement à contrario de ce qu'on voulait faire au départ. Donc, c'est un vrai sujet de se dire, est-ce que, à partir du moment où on diffuse un fichier qu'on peut modifier, jusqu'où va la responsabilité voilà, du concepteur, en tout cas surtout de l'hôpital qui a diffusé cet objet-là. J'ai pas encore de réponse toute faite, mais en tout cas, ça pose des débats de fond qui sont des vrais sujets sur qu'est-ce qui est mis à disposition publiquement, ou au contraire, qu'est-ce qui doit être encadré dans sa diffusion, auprès de qui, dans quel rayon, etc. Hop, je remonte un petit peu dans le... Merci pour tes réponses et vraiment à tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions, soit lever la main pour allumer votre micro, soit écrire dans le chat, ou même s'il y a des termes ou des choses qui sont pas claires pour vous ou autre, enfin vraiment n'hésitez pas, hein, c'est prévu pour. Alors, le Fab Lab, en quelques chiffres, bon, il y a 7 hôpitaux, en tout cas au niveau du groupe hospitalier, qui sont usagers du Fab Lab, avec enfin, voilà, des équipes aussi qui sont très proactives dans le fait d'avoir installé une imprimante 3D et qui font leurs propres projets. Donc, on a tout un sujet sur la question de la mutualisation des outils. Comment est-ce qu'on valorise bah, l'identité locale de chaque unité, alors Fab Lab ou pas Fab Lab, mais d'équipes qui se constituent autour des outils de fabrication numérique. Comment est-ce qu'ils accèdent aux outils bah, qui sont développés dans le cadre de Fab Lab et Faistos, mais qui n'ont pas vocation à être imposés à qui que ce soit. Enfin, c'est plutôt un accès à des outils. On a à peu près 160, enfin, à peu près 170 ateliers dans les services et au Fab Lab. On a à peu près 600 projets. La plaquette n'est pas très actualisée et je m'en excuse. Donc voilà, mais 600 projets qui sont portés par les professionnels et les patients. Et vraiment, j'insiste sur le côté porté par les professionnels parce que enfin, le Fab Lab et Faistos n'a pas de projet en lui-même. C'est vraiment accompagner les professionnels à la vitesse et selon le mode opératoire que eux veulent
parce que c'est leur projet qu'on voilà, qu'on accompagne. C'est très très important d'avoir ce point-là parce que on peut vite devenir prestataire interne pour répondre à une commande, ce qui n'est pas du tout voilà, pas du tout le cas. D'ailleurs, pour préciser aussi, enfin, bah, nous, Humanity, on est une petite équipe qui est extérieure à la PHP. Mais nous, notre travail, c'est pas voilà, comment dire, d'accompagner les projets avec une démarche de design de produit. C'est vraiment plutôt d'avoir une démarche de design de service dans le sens où on accompagne les professionnels à faire leurs propres projets. Mais enfin voilà, on n'a pas sur tous les projets un déploiement de forme extrêmement important. Notre travail est plutôt d'accompagner la direction des achats à concevoir leur propre enfin, Fab Lab et de nous faire oublier et partir sur la pointe des pieds pour que la PHP soit autonome dans le fonctionnement de ce service hospitalier. On a à peu près voilà, 1200 soignants usagers du Fab Lab, sachant qu'il y a des projets où les professionnels arrivent à 1 et parfois ils sont à 10, donc ça dépend vraiment des projets. Et environ 14 000 pièces qui sont diffusées dans les services. Alors, le truc qu'on défend à mort, c'est que l'innovation hospitalière n'est pas seulement une innovation qui est médicale, elle n'est pas que réservée aux médecins. On travaille avec des médecins, mais elle n'est pas que réservée aux médecins. C'est aussi mobiliser des agents des unités de soins, enfin des professionnels paramédicaux, des fonctions support, enfin voilà, des équipes de lingerie, la chambre mortuaire, ça peut être, on va dire, la direction des soins, la réanimation, les soins palliatifs, les magasins hôteliers, enfin vraiment assez transversal. Et pourquoi il y a ce parti pris-là? Parce que Guillaume Ecarlin, donc, qui est cofondateur du Fab Lab, qui est directeur des achats, a une approche enfin, logistique dans sa direction, du coup, ce qui explique le fait que le Fab Lab ait un rayon de déploiement très large. Mais enfin, c'est un modèle de Fab Lab parmi d'autres. Et je pense qu'en fonction des entités qui portent les Fab Labs et de leur spécialité, bah, enfin, il y aura peut-être comme à Kerpab, justement, Samuel, vous en parliez, avec Willy, qu'on connaît bien aussi. Où là, bon, là, pour le coup, Willy en parlera beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, il y a une hyper spécificité sur la partie ergothérapie en lien avec le patient et les aides techniques et l'impression 3D. Donc je pense que, enfin, et ça, d'ailleurs, ça fait 20 ans que Kerpap voilà, travaille sur le sujet et ils sont bien plus spécialisés que nous sur la partie rééducation. Mais du coup, c'est tout l'intérêt aussi de ce type de démarche-là, en tout cas, et ce qui est assez chouette pour nous au niveau du Fab Lab et Faisto, c'est qu'on n'est pas spécialisé en rééducation, mais par contre, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'inspirer de tout ce qui se fait ailleurs et d'être un vecteur de diffusion en interne au niveau du groupe hospitalier Paris-Saclay, de tout ce qui se fait à l'extérieur avec des experts voilà, du sujet. Et ça pour toutes les spécialités, j'allais dire peut-être sur les spécialités type bloc opératoire, les modèles anatomiques, enfin voilà. Donc les ressources d'Héphaïstos, c'est une équipe mobile qui est proactive dans les services. Enfin, s'il n'y a pas de terrain, s'il n'y a pas d'immersion terrain, d'analyse des usages, de compréhension de la culture du service, il n'y a pas de projet. Donc on vient dans les services et on rencontre les équipes pour poser des questions bêtes et des questions naïves. Et puis bien comprendre voilà, ce qui dépend de la culture du service, bien comprendre l'équipe, bien comprendre le problème source. Parce que le problème, comme il est amené, n'est pas toujours comment dire, la source même du problème. Donc on essaye de tirer la ficelle pour essayer d'aller à la source du problème à régler. Pardon. C'est une méthode qui est basée sur l'analyse des usages et la compréhension des besoins utilisateurs sur le terrain, qui peut s'appeler design, qui peut s'appeler innovation collaborative, qui s'inspire du lean management, de travaux de sociologie. Enfin, pour le coup, c'est assez hybride. Je ne sais pas s'il faut poser un nom dessus. Mais en tout cas, il y a une récurrence. C'est vraiment l'analyse des usages, la compréhension, la définition d'un problème, la co-conception avec les utilisateurs, prototypage, et hop là, on, re- on remouline jusqu'à l'aboutissement de la solution. Et Aude, je pense que tu as déjà Oui, je pense que là-dessus, on prône la même chose. pas mal. Mais ce qui est génial, c'est vraiment justement d'avoir la possibilité de faire des prototypes directement en interne des hôpitaux. Et ça manque dans beaucoup d'endroits où finalement, arriver à à cette étape-là, si on veut faire un produit, si on veut faire un objet, ça peut être assez difficile en fait d'avoir les ressources. Donc c'est ça que je trouvais aussi hyper intéressant avec les Fab Lab et Phaistos.
Bah, c'est vrai que l'idée, c'est de faire l'autonomisation des professionnels, mais de redonner le pouvoir à l'hôpital, bah, de ne plus subir en fait le standard bah, des équipements, le standard de situation, de se dire bah, quelle micro-solution, comme une sorte de petit sparadrap, des petits patchs. L'idée, c'est pas de changer le process, enfin, c'est une énorme machine et on n'a absolument pas l'ambition Puis en plus, il y a plein de choses qui marchent là-dedans. C'est plutôt d'identifier les petits manques dans le système actuel et de pouvoir mettre des petits sparadraps qui permettent de faire du lien et faciliter les choses et de ne plus subir le standard, ou moins subir le standard. Euh, Dans les ressources d'Héphaïstos, il y a des outils de prototypage rapide. On pourra montrer un petit peu les machines. On a, hop, je crois que c'est la slide d'après. Bon. Impression 3D, découpe laser, brodeuse numérique, un studio photo qui voyage super bien aussi et qui est, on va dire, un outil managérial vraiment bien, dont Alors, sans parler. il y a Capucine qui a levé la main pour te poser Ah une oui, question, je crois, Claire. oui, pardon. Oui, pardon, non, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit sur euh, le fait qu'on réponde à des micro-solutions et que donc, je vois qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui se saisissent du Fab Lab pour créer, co-créer des choses à partir de problèmes qu'ils ont identifiés. Et je me demandais, justement, on parle de la grosse machine, est-ce qu'il y a aussi des points enfin, en gros, beaucoup de personnes amènent des projets qui sont prototypés, mais derrière, est-ce qu'il y a un point un peu de frustration ou de douleur parce que le projet va pas aboutir, parce qu'il demande beaucoup de moyens financiers, parce qu'il y a beaucoup, j'ai l'impression, beaucoup de projets, mais du coup, est-ce qu'on arrive à suivre en fait toutes ces Ah idées qui oui. se... Bah, au final, c'est vrai que dans cette boucle-là, enfin, on travaille essentiellement sur des sujets un peu low-tech. Et en fait, dans la relation au service, souvent, on nous appelle au départ, je grossis à peine le trait, mais pour une bonde de douche dans un service technique pour éviter de recommander toute la colonne, c'est une tringle à rideau qui manque au bloc opératoire. Et en fait, du coup, bah, on développe par exemple cette tringle à rideau qui manque et qui n'est pas remplacée, enfin voilà, pour X raisons. Et en fait, on arrive sur un autre projet pour dire, ah, bah, on a vu que vous pouviez faire ça avec l'impression 3D, bah, on va travailler sur un outil d'éducation thérapeutique, etc. Enfin, en fait, le fait de voir les machines et de bien travailler, je pense que vous mettez exactement le doigt dessus, sur la question du brief de départ et la façon dont on présente le Fab Lab, en fait, ça borne la relation, entre guillemets, qu'on promet aux professionnels en termes d'accompagnement. Après, on n'a pas de demande, par exemple, enfin, si on parle, je sais pas, de plateformes énormes, voilà, numériques, etc. En fait, on démarrera pas un projet sur un truc qu'on ne pourra pas assurer derrière. Mais, Ouais. euh, et donc, du coup, je pense que c'est la présentation du Fab Lab et la vue des machines qui fait qu'on se borne au départ à des projets qui... Ah là, attendez, j'en ai un sous le coude. Par exemple, ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est une planche de massage cardiaque qui a été faite par les urgences pédiatriques à Bicêtre. Parce que, en fait, bon, en gros, les planches de massage cardiaque, elles ne rentrent pas dans les lits de pédiatrie à Bicêtre, elles sont trop grandes, celles qui existent au marché. Donc, les urgences pédiatriques se sont dit, ah bah, on va en faire une sur mesure. OK. Donc, on fait la planche et tout, parce qu'à la base, ils avaient enfin, du bois qui était entouré avec du cellophane hein, pour être à la bonne taille. Donc, on l'a fait sur la découpe laser, ça prend 10 minutes. En fait, le gros sujet et la complexité, elle n'est pas sur ce projet-là, elle est sur l'organisation autour de la conception du prototype pour qu'on puisse diffuser cet outil-là, qui en l'occurrence est un dispositif médical de classe 1, pour le coup sur mesure, pour qu'on puisse encadrer sa diffusion dans le service des urgences pédiatriques, qui en plus a fait des cadeaux à d'autres services, pour qu'ils puissent avoir leur propre planche au niveau du groupe hospitalier. Et donc la complexité, entre guillemets, l'usine à gaz, si on peut dire, elle n'est pas technique, elle est sur le fait de créer la relation avec la direction des équipements pour qu'ils puissent nous dire si réellement ces dimensions-là n'existent pas au marché, de travailler avec, comment dire, à la NSM pour voir quel est le statut de cet outil-là. Est-ce que c'est un dispositif médical, de travailler avec une juriste qui travaille sur le réglementaire et même la direction des équipements de travailler avec les équipes opérationnelles d'hygiène pour nous assurer que, on soit bien en termes de protocole de nettoyage et de travailler avec la qualité pour faire un protocole d'utilisation.
Et, euh, et en fait, du coup, ça a permis ce type de projet-là de structurer la diffusion d'un prototype dans un service. Parce que grâce à ce projet-là, on a mis en place un système qui nous permet de vérifier si ça existe au marché avec la direction des équipements et avec l'hygiène de créer un cadre, en fait, un protocole de nettoyage on se met d'accord sur le cadre et le document à compléter. Ensuite, on le complète avec le cadre de santé. Pareil avec, enfin voilà, sur l'utilisation. Et l'objet, la création d'un numéro de série ici, qui nous permet d'avoir une traçabilité sur le wiki. Bon, là, c'est un peu le projet, entre guillemets, usine à gaz qui a pris longtemps. Ça, on a mis 2 ans, mais disons qu'une fois que le système de collaboration et de dialogue est créé entre le Mm. Fab Lab et l'hygiène, bah, du coup, on va pas se redemander à chaque fois si on va refaire ça. On va compléter le protocole qu'on a validé ensemble et après, on le développe service par service. Donc, voilà. Et Ouais. ça, c'est vous qui faites le relais du coup de toute cette partie organisationnelle et stratégique. Alors oui, on fait le relais pour créer les outils qui permettent d'ouvrir le dialogue et de pouvoir faciliter la diffusion d'autres projets comme ceux-là, quoi. Ok. Il y a une autre Merci. question de Samuel. Ouais, j'ai une question pour être là-dedans aussi. Vous n'êtes pas ISO 13485, fabricant de dispositifs médicaux. Non, pas encore. On Et travaille juste pourtant, ouais, c'est un dispositif médical que vous diffusez en interne, in-house, en interne. patient Ouais. spécifique. Vous avez l'autorisation sans être déclaré fabricant de dispositifs médicaux à la NSM et sans être ISO 13485. C'est un usage essentiellement interne pour les besoins internes d'un service. Et donc c'est pour ça que c'est très important de vérifier, et c'est pour ça qu'on revient sur le wiki, sur la question du rayon de diffusion de ces pièces-là. Parce que pour l'instant, les pièces n'ont pas vocation à être diffusées, encore moins vendues à l'extérieur, hein. Mais oui, la direction des équipements, comment dire, autorise selon des protocoles, avec une traçabilité en interne, à la diffusion de ce type de pièces. Mais on travaille sur, là après, on est en train de voir aussi, sur un autre outil au marquage CE justement pour pouvoir avoir le statut de fabricant. Mais là, c'est encore un autre sujet sur un autre projet. Ouais, Mais le rayon de diffusion est est une vraie question, quoi. Et juste pour compléter aussi, c'est pas, enfin, le Fab Lab, nous, on accompagne à créer l'outil. Mais par exemple, dans le cadre de cette planche pour les urgences pédiatriques, ça a été testé par le chef de service. Enfin voilà, il y a eu tout un protocole qui est documenté sur le wiki pour voilà, faire des tests et faire cette pièce sur mesure, quoi. Après, c'est une pièce qui est, enfin, entre guillemets, une des plus sensibles. Sinon, on a 80% de la production, ce ne sont pas des dispositifs médicaux, hein. Donc, c'est assez alternatif. Euh, alors, on travaille aussi sur la question de la communauté d'utilisateurs et la communauté de pratiques aussi. En disant, en tout cas, le Fab Lab n'est pas, on va dire, une communauté en elle-même. C'est plutôt un lien entre des communautés qui sont celles des services, qui ont leurs propres pratiques. Et nous, on est plus un facilitateur entre ces communautés-là, quoi. Et puis d'ailleurs, c'est la notion de communauté en Fab Lab à l'hôpital, en tout cas, nous semble être un vrai sujet parce que, comme vous l'évoquiez, Samuel, quels sont les rayons de diffusion qui est concerné? Est-ce que c'est en interne au sein d'un service? Est-ce que c'est des projets qui se diffusent entre les services? Est-ce que c'est du même hôpital? Est-ce que c'est interhôpital? Est-ce que, voilà, puis la PHP, est-ce que c'est intergroupe hospitalier? Et là, on commence à avoir des demandes d'hôpitaux hors APHP qui posent une complexité supplémentaire sur laquelle on n'a pas encore répondu, mais qui posent quand même des sujets sur la notion même de communauté et de partage qui est au cœur du Fab Lab, quoi. Alors, on Moi, a... ça me fait penser à une autre question aussi, Ouais. pardon, je t'interromps encore. Mais du coup, est-ce que vous avez des conseils, des recos pour d'autres établissements qui auraient envie de créer leur propre Fab Lab? Je pense que, je sais pas, le conseil principal, si on peut en donner un, ce serait la petit pas, quoi. Petit pas, et puis baser le développement de ce service-là sur des projets qui sont très concrets et de tirer des enseignements sur chaque projet pour créer le service à partir
voilà, de vraies personnes, de vrais sujets et de vraies contraintes. Et je pense qu'avec ces différentes ressources, un petit pas sur chaque ressource, c'est déjà une forme d'avancée, quoi. Pas être trop gourmand dans on va partir sur un truc énorme avec beaucoup, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'enjeux politiques au début qui peuvent mettre pas mal de pression Mhm. en jeu quand il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans la boucle, quoi. Donc un projet à la fois, une machine à la fois. Oh, ça peut être plusieurs projets à la fois, mais en tout cas de pouvoir les regrouper par thématique et de se dire, bah, par exemple, une matériothèque, elle se construit pas, enfin voilà, en une fois. D'abord, on fait un projet sur tel et tel point, c'est ensuite validé avec des équipes d'hygiène. Il faut tester la résistance en fonction de son usage dans un service. Et c'est vrai qu'en termes enfin, voilà, de réglementation, c'est important de voir si cette pièce-là, elle touche le patient ou pas. Comment est-ce qu'elle est nettoyée? Quelles sont les contraintes? Enfin, voilà, pour la constituer aussi progressivement en fonction des matériaux, des ressources qu'on a aussi. Pardon. Donc sur les ressources, il y a un espace dédié qui est aussi neutre pour pouvoir travailler pour les équipes. Donc soit parfois c'est important pour certains enjeux de travailler directement dans les services de soins, ou au contraire parfois c'est important d'avoir un moment où on s'extrait et de pouvoir voilà, travailler à l'extérieur de son service. Le wiki, la base de données, matériothèque, etc. Bon, je vois l'heure qui avance. Hop. Alors la méthode, on en a parlé, mais elle avait fait l'objet d'un premier article de recherche là, qu'on a publié avec l'ERPI, qui est un laboratoire sur les processus innovatifs à Nancy. Enfin, voilà, je pourrais vous envoyer le lien de la publication. On a fait une première étude d'impact social du Fab Lab. Bon, elle est un peu vieille maintenant, avril 2022, qui a été financée par la fondation MNH. Et en tout cas, l'impact social du Fab Lab est un des premiers sujets pour enfin, on va dire, on a créé un outil de sélection des demandes et dans les demandes, la question de l'impact social est un des points principaux pour pouvoir prioriser et développer les projets. Donc, impact numéro un, c'est le développement de la capacité des professionnels à agir sur leur propre environnement pour se libérer du standard, comme on dit. Impact 2, la facilitation des liens entre les professionnels de l'hôpital et l'amélioration du quotidien des professionnels aussi à l'hôpital. Alors concrètement, sur quoi on travaille? Quelques exemples. Donc, on travaille beaucoup sur la question de création d'outils d'éducation thérapeutique. Par exemple, en endocrinologie pédiatrique, pour expliquer le parcours du sucre dans l'organisme en pédiatrie. Des collections d'aides techniques sur mesure pour faciliter la prise du repas. Donc là, par exemple, il y a une unité qui s'est créée, qui s'appelle Maritime 3D à l'hôpital maritime de Berck. On les a formés à installer l'impression 3D et là, ils en sont à plus de presque 50 projets en autonomie pour développer leurs propres projets. Et donc, du coup, bah, il y a tout un champ de leurs projets qui développent à Berck et qu'on peut partager avec les équipes de Bicêtre, d'Ambroise Paré sur les sujets. Donc, on est entre guillemets juste un vecteur de diffusion et de facilitation pour dire, ah, vous avez vu ça, etc. Enfin, allez voir ça, on va pas réinventer la poudre, on va capitaliser. Et puis, pareil, enfin, tout ce que fait CarePap, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein d'éléments, par exemple, sur la plateforme Thingiverse qui sont extérieurs, qui sont généralistes, mais en tout cas sur lequel il y a des aides techniques et on peut aider des équipes d'ergo à pouvoir adapter aussi ce qui existe ailleurs sur d'autres plateformes, Cult, Thingiverse, etc. Et la planche de massage cardiaque là, dont on a parlé. On a pas mal de sujets, je vois l'heure qui passe, sur la personnalisation de son lieu de vie pour habiter un lieu de soins, qui est un vrai sujet. La création d'outils de dialogue en consultation, qui sont des points très différents quand même, de l'éducation thérapeutique. Mais par exemple, ah oui, je vais juste présenter l'outil sur la drépanocytose. Bah ça, par exemple, on a une médecin, enfin, voilà, Claire Falguière, qui est arrivée pour faire un portant de flyer au Fab Lab il y a 2 ans. Donc, on l'a accompagnée à faire le portant de flyer. On se dit, oui, bah, ça existe sur le marché, mais on va le refaire quand même, parce que, bon, bah, il faut... enfin, elle le voulait d'une certaine voilà, manière pour son service. Et puis, elle est revenue avec un projet en disant, bah, moi, je voudrais faire un outil de dialogue pour expliquer la drépanocytose et l'importance de la prise de son traitement. Donc, on a une petite pièce en fait qui ressemble violette qui ressemble aux artères. Donc, et on a fait
des petits globules rouges, alors c'est falciforme, qui permettent de passer dans l'artère ou pas en fonction de si on a la drépanocytose ou pas. Et en fait, on a présenté avec Claire ce projet-là à un congrès sur la drépanocytose. Et en fait, il y a une association de patients qui s'est dit, ah bah oui, super, on veut 300 kits pour voilà, bientôt. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, ils ont financé la production de 300 kits. Donc, ça participe aussi au modèle économique du Fab Lab, qui est un vrai sujet pour la pérennisation. Je vais juste présenter celui-là, mais on travaille aussi sur l'amélioration, par exemple, pour l'accueil des patients et des proches. Euh, alors, hier, en réanimation pédiatrique, les affaires pour un patient décédé étaient restituées dans un sac poubelle et les équipes soignantes du service avaient envie de travailler sur une boîte qui pouvait personnaliser et qui permettait d'exprimer un message sur la boîte et exprimer un message, bah, par exemple, pour des familles endeuillées qu'ils ont suivies, accompagnées pendant plusieurs semaines en réanéonate. Et donc, on a travaillé avec eux sur une boîte dont la forme est complètement construite à plat pour pas prendre de place dans le bureau des cadres et sur lequel on peut mettre un petit, enfin, ils peuvent mettre un petit message à la découpe laser, une image, pour transmettre un message et participer au deuil de la famille à leur manière. Et ça, la réanimation pédiatrique, bah, enfin, ils viennent faire leur boîte, ils en prennent à peu près, enfin, ils en font 50 à peu près par an et ils viennent tous les mois en faire 2, 3, 4 quand ils sentent qu'ils vont en avoir besoin. Et donc là, on est vraiment dans l'autonomisation des professionnels. Euh, alors, on travaille aussi sur des outils de médiation pour la signalétique, pour travailler sur les parcours patients, pouvoir annoter en réunion, etc., et donner la voix à chacun. Et on a porte-tube de... Alors, c'est un peu le best-seller, porte-tube de prélèvement sanguin sur mesure. Hop, par exemple, ici, là. Qui est une forme qui a été validée par les EOH en termes de nettoyage pour pas que ça stocke la poussière. Et en fait, sur le marché, il n'y a jamais soit le bon nombre de trous, soit la bonne hauteur, soit c'est pas le même modèle de tube. Et donc, on a programmé un petit truc sur la Grasshopper qui nous permet de générer un fichier quasi automatiquement quand les soignants rentrent le nombre de trous, la hauteur, etc. En fait, ça nous génère un fichier pour la découpe laser et ça nous permet de les faire produire leur propre porte-tube. Et il y a toute une démarche sur la question de la couleur, le choix et de la personnalisation de l'objet pour faciliter son appropriation. Et donc au respect aussi de l'équipement, à partir du moment où c'est le service qui a conçu, personnalisé et fabriqué ses propres porte-tubes sur mesure, bah on a peut-être moins tendance à prendre le porte-tube et à le jeter d'un bout à l'autre du service dans l'évier parce qu'il va se casser et du coup on le respecte plus. Ou il y a des services qui nous demandent de mettre leur nom dessus, choisir avec la couleur du service, et puis ça permet de voir quand il y a des services qui empruntent et qui ne rendent pas les porte-tubes, de savoir que c'est pas celui du service ou qui se font des cadeaux entre eux. Enfin, vraiment, c'est un vrai outil de lien, ce porte-tube. Et on travaille, on participe aussi à des projets de recherche pour créer des portants pour des foies explantés avec la chair BOPA. Donc voilà, pour la modélisation des foies pathologiques. Du coup, Samuel, ça revient aussi sur ce que vous présentiez aussi, sur la question des pièces techniques, peut-être pour étendre la durée de vie des équipements. Donc, on a tout un programme Phoenix qui permet de faire tout ce qui est protection, réparation ou adjonction d'une nouvelle fonctionnalité sur des équipements existants. Et là, on travaillait directement avec les équipes biomédicales pour pouvoir voilà, créer des petites pièces qui n'ont pas d'incidence sur le diagnostic de la machine et qui permettent de... bah là, par exemple, sur le colorateur de grammes, ça évite que l'encre cristallise sur les circuits et bousille tout. C'est 6 000 € le colorateur de grammes. Il y en a 3 par hôpital. Enfin, 3 x 18, ça fait 20 000 €. Enfin, ça va hyper vite. Et il y a tout un champ aussi de collaboration avec les industriels. Par exemple, c'est Roche pour des cuves au laboratoire de biochimie. En fait, elles sont nettoyées le soir sur une paillasse et le produit de nettoyage est cristallise sur les circuits. Et en fait, ça bloque les lignes pendant 15 jours pour l'hôpital et ça oblige Roche à envoyer un technicien tous les 15 jours. Parce qu'il y a une maintenance à l'annuel qui est fournie. Et donc, du coup, on a travaillé sur, enfin, c'est tout bête, hein, mais des petits joints en impression 3D pour ces machines-là. Et donc, on a tout un champ là de développement sur la collaboration avec les industriels sur une personne. Alors, j'ai une collaboration entre le Fab Lab et l'équipe biomédicale parce que nous, on n'installe rien sur les machines. On accompagne les biomèdes à voilà,
faciliter leur travail, et à aussi définir un service de collaboration pour savoir qui fabrique, dans quelles conditions, selon tel et tel paramètre, et avec, on est en train de construire ça aussi, c'est quel modèle économique pour les fabricants derrière, parce que ça a une incidence sur, voilà, les marchés pour la, comment dire, la maintenance et l'entretien des machines, la réparation, quoi. Et peut-être qu'après, je pourrais terminer là. Alors, il y a un vrai sujet sur... alors, le Fab Lab, son objectif principal, c'est avoir une réponse locale à un besoin local. Sauf qu'un besoin local partagé par un grand nombre de services devient une pièce quasi industrielle. Donc, il faut prévoir la question de la diffusion et des modes de production à moyenne et grande échelle. Donc là, par exemple, le hameçon, c'est un projet qui a émergé en gériatrie il y a 3 ans d'un cadre de santé qui s'est dit, moi j'en ai marre de voir mes équipes qui se prennent les pieds dans les pieds à perfusion roulants sur le bord de lit. Donc on a travaillé sur une petite pièce, enfin voilà, en carton, qui permet d'accrocher les poches sur les potences. Et donc on a voilà, travaillé, puis il y a des services qui ont vu l'objet, et en fait on a reçu des demandes de 130 pièces, 200 pièces, etc. Et donc là, on a comment dire, la PHP a décidé d'investir dans un moule à injection pour pouvoir le fabriquer à grande échelle. Donc là, on est parti sur 15 000 pièces pour le diffuser au sein de la P et de aussi organiser les moyens de production. Donc avec de production pardon, et de distribution. Donc il y a un code SAP qui a été créé. Donc d'habitude, les codes SAP, c'est pour les produits extérieurs à l'hôpital d'industriels qui vendent leurs produits. Mais là, c'est l'hôpital qui crée son propre code SAP et ses propres circuits de production pour pouvoir répondre à ses propres besoins. Donc là, c'est en cours et il faut qu'on travaille. Enfin là, on est en train de finaliser la certification marque HCE pour enfin, voilà, pouvoir le diffuser aussi à l'extérieur. Mais c'est un autre sujet. Tu as une question dans le chat de Oui. Sophie qui demande sur les matériaux, quels sont les matériaux qui ont été validés par votre service d'hygiène pour l'impression FDM? Alors, ça dépend du statut de l'objet, mais sinon, on est sur des matériaux assez classiques. On est en PLA, enfin PLA, bon, vraiment sur des principes de maquette d'aspect. Euh, hop, on a beaucoup de TPU, qui est un matériau qu'on utilise beaucoup aussi. Voilà, c'est le langage d'initié, hein. Et PMMA, beaucoup, mais bon, là, c'est pas sur de l'impression 3D, on est sur la découpe laser. Au final, c'est la découpe laser, un des outils qu'on utilise de plus. Bah Antoine, attendez, c'est du direct. Antoine est Fab Manager Bonjour, du Fab Lab. enchanté. Voilà. C'est Tu c'est parce qu'il veux- y avait une question sur les matériaux qui étaient le plus utilisés en FDM, PLA, TPU. Bah, on n'utilise que des matériaux qui sont, comment dire, adaptés à nos conditions de sécurité. Donc du PLA, du TPU, qui est un matériau Mm. flexible, et du PETG, qui est un matériau Mm. plus résistant. Mm. Voilà. Et qui sont validés par les équipes d'hygiène de Ouais. l'hôpital. Euh, donc voilà les machines. Hop, je, vois, il y a je vais vite. Alors, il y a des pièces qui sont déposées en dessin et modèle et d'autres qui sont sous licence Creative Commons. Bon, on pourra en rediscuter, c'est un autre sujet. Je vais vite parce que je vois l'heure qui tourne et normalement c'est fini dans 4 minutes. Donc on a tout un circuit de diffusion des projets et je voudrais juste terminer là-dessus sur les perspectives de développement parce que, enfin voilà, et donc il y a le Fab Lab Héphaïstos qui est sur la conception et le prototypage, le test utilisateur. Et donc là, on lance, euh, pareil, à petits pas, la manufacture hospitalière, qui est vraiment, on va dire, une unité du Fab Lab et qui permet de essentiellement produire pour les besoins internes du groupe hospitalier des pièces qui n'ont plus de vocation à être adaptées. Voilà, par exemple, c'est une bague dissuasive anti-vol pour les portants agnos de savon. Et là, pour le coup, il n'y a plus d'évolution sur cette pièce-là. Et en fait, il y a plusieurs centaines de pièces qui doivent être imprimées. Donc voilà, ce sera vraiment une unité que sur de la production et de la distribution de pièces internes, en interne.
On a les circuits de Déméter, qui est tout un circuit aussi de récupération et de revalorisation des matières plastiques pour pouvoir refaire. Alors ça, c'est un doux rêve, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin sur ces fameux porte-tubes-là. L'idée, c'est de pouvoir récupérer ces polypropylènes pour refaire des plaques qu'on peut ensuite retravailler ici au Fab Lab et de capitaliser sur les déchets plastiques hospitaliers revalorisables pour pouvoir essayer de reproduire avec les matières de l'hôpital. On travaille avec l'écologie hospitalière et des services pilotes type réanimation pédiatrique ou bloc opératoire qui sont des gros producteurs de déchets. On va engager une thèse là sur la question du modèle économique et Fab Lab à l'hôpital en lien avec l'organisation pour le coup à la PHP. On a tout un champ sur la question de la diffusion aussi. Enfin voilà, plus il y a d'initiatives Fab Lab de santé, Fab Lab à l'hôpital ou plus c'est intéressant parce qu'il va y avoir des pratiques et des cultures différentes et donc du coup ça va permettre de pouvoir avoir quand même des passerelles communes entre les bases de données, les processus, voilà, les protocoles et en même temps d'avoir des cultures qui vont être très complémentaires et des modèles organisationnels et modèles financiers voilà, qui se dessinent et qui vont être particuliers à chaque fois. Donc on se dit peut-être un jour créer un think tank, fabriquer l'hôpital, c'est vraiment cool, on verra. On a Phoenix, qui est le programme voilà, lutter contre l'obsolescence des équipements à l'hôpital. Donc, il y a aussi tout un sujet sur la mutualisation des bases de données, des outils, enfin voilà, vraiment en lien avec les équipes biomédicales, les services techniques sur la partie de transition écologique et la partie de formation, pour le coup, réservée en interne. Voilà, je pense que je m'arrêterai dessus, parce que après, sinon, ça va être un peu long. Il est 13h29 normalement. Non, mais merci beaucoup, Claire. Franchement, c'est passionnant et je pense qu'on aurait pu y passer 2 3 heures sans s'ennuyer. Malheureusement, comme à 13h30, moi j'ai la suite des échanges en direct avec les apprenants. On va devoir s'arrêter là. Donc j'espère que pour les participants, vous avez pu poser vos questions au fur et à mesure. Mais sinon, je crois que Claire est assez facile à trouver sur LinkedIn ou autre. Et on va surtout voilà, te remercier chaleureusement pour tout ce partage. Je pense que ça va donner envie à pas mal de gens de se lancer un peu dans ce type de démarche. En tout cas, je l'espère. Puis il y a en tête aussi pour les participants au webinaire qu'il y a beaucoup de Fab Labs associatifs aussi accessibles dans toutes les grandes villes et que si ce type de démarche vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir. En fait, il y a des Fab Labs autour de chez vous. Souvent, c'est très ouvert. Vous pouvez comme ça aller expérimenter, voir comment ça fonctionne, ces machines, être un peu accompagné aussi pour prendre en main ce type d'approche. Bah, merci pour votre écoute et j'espère ne pas avoir été trop- Et au plaisir de rediscuter sur ces sujets où on a beaucoup de choses à apprendre sur d'autres pratiques. Et non, non, t'as pas été trop longue. Franchement, c'était hyper intéressant et je suis frustrée de couper, hein. Désolée, mais là, c'est la demi-heure suivante qui est vraiment réservée aux apprenants de la formation. Et Merci puis, beaucoup. voilà, encore une fois, hein, si vous avez la moindre question, si vous avez envie, vous aussi, de creuser tous ces sujets en formation chez l'hôpital, eh ben, n'hésitez pas à aller voir sur notre site, à me contacter aussi si vous le voulez, à contacter les anciens apprenants pour avoir un peu leur retour. Généralement, ils sont plutôt contents et je vois qu'il y en a deux, trois qui sont connectés. J'ai vu qu'il y avait Diane, Anne-Laure. Donc voilà, voilà Au pour revoir, aujourd'hui. à bientôt. Merci Merci beaucoup. Claire, à bientôt, merci à tous.